Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. On m'a donc confié la lourde tâche d'essayer de récapituler en 30 minutes les réglementations qui peuvent s'appliquer au secteur cosmétique. Alors, avec un prisme environnemental, évidemment, puisque je suis directrice développement durable, donc je vais vous parler de ce pourquoi je suis compétente. Donc, je ne vous parlerai ni de CLP, ni du règlement cosmétique, ni de REACH. Voilà, pour être clair. J'ai des collègues très, très compétents qui seraient ravis de vous en parler plus tard. Donc voilà, 30 minutes pour parler de toute la réglementation. Ça me fait un peu l'effet de devoir résumer toute l'intrigue de Game of Thrones en 30 minutes, mais je vais faire du mieux que je peux. Donc, déjà pour rappeler, alors vous connaissez évidemment notre secteur, hein, donc je vous apprends rien. Vous savez qu'on a une typologie d'entreprises très variable, avec évidemment des grands leaders multinationales, mais aussi un écosystème dense de petites, voire de très petites entreprises. Et une autre caractéristique clé qui, je pense, est très importante pour bien comprendre nos enjeux, c'est que nous sommes un secteur très fortement exportateur. Donc évidemment, ce que l'on fait en France, en Europe, doit aussi être compatible, en tout cas, avec ces flux d'exportation et aussi donc, la variété de typologies de produits avec des enjeux en termes d'approvisionnement de packs, etc., qui ne sont pas forcément les mêmes entre du parfum, du maquillage et des produits plus de masse, type shampoing et gel douche. Donc, ça a été évoqué un peu en préambule. On fait face, notre secteur comme celui de tous les autres, l'ensemble du monde économique, doit faire face à ces enjeux environnementaux très très forts. Et donc, on a cette nécessité de réussir notre transition écologique dans le cadre d'une triple pression. Donc, tout d'abord, ces contraintes réglementaires, premier chef françaises et européennes. Des attentes des consommateurs, des collaborateurs et des associations environnementales. Tout ça a été évoqué très bien dans l'introduction d'Aurélie et Laurence, donc qui sont de plus en plus exigeants quant à la réduction des impacts de nos produits. Et puis, évidemment, toujours la nécessité de préserver la compétitivité de notre secteur. Et donc ça, pour la FEBA, on essaie d'accompagner nos adhérents dans tous ces, à travers toutes ces contraintes, tous ces enjeux, et avec toujours l'idée de soutenir aussi bien les grands groupes que les startups, donc quel que soit leur degré de maturité sur ces différentes questions, ce qui n'est pas toujours évident puisqu'elles ont des besoins évidemment très très différents. Donc voilà, je ne vais pas trop développer, mais vous avez peut-être reconnu la théorie du donut de Kate Raworth, qui donc qui exprime cette espèce de zone vivable, on va dire, entre les limites planétaires. Nous venons de dépasser la 6e et un socle social qui permet d'assurer que chacun ait notamment accès à des produits dans de bonnes conditions. Donc, à la FEBA, on traite essentiellement 4 grands piliers de sujets environnementaux, les emballages, la question du climat, l'eau et la biodiversité. Il y a évidemment d'autres points, je ne dis pas que c'est restreint à ça, mais en tout cas, c'est quand même les grands piliers et sur lesquels on essaye d'accompagner nos entreprises. Pour arriver enfin au cœur de l'intervention, à l'échelle française, je ne vous apprends rien, la loi AGEC a été un marqueur très très fort. Donc, elle a été publiée en 2021, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On est presque arrivé au bout des décrets d'application, pas tout à fait, mais enfin, on arrive quand même à la fin, je dirais, on a une bonne visibilité en tout cas sur toutes les obligations et l'application de ces obligations de la loi AGEC. Alors, la loi AGEC traite de énormément de choses, toutes ne concernent pas le secteur cosmétique, notamment ce qui concerne la réparation par exemple. Par contre, on a des nouvelles consignes de tri, ça on a beaucoup entendu parler, des objectifs en termes de réemploi, beaucoup de choses qui concernent l'information du consommateur, et je vais y revenir juste après. La lutte globalement contre le gaspillage avec un encadrement de la destruction des invendus. Et puis l'apparition de nouvelles filières REP. Là, c'est un gros chantier pour cette fin d'année, l'année 2024, notamment la mise en place de la REP emballage industriel et commerciaux.
Donc la fiche QCE, donc cette fiche qualité caractéristiques environnementales, impose à tous les producteurs au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires de faire une fiche sur leur site internet pour informer les consommateurs d'un certain nombre de caractéristiques. Concernant la cosmétique, on a l'incorporation de matières recyclées, la recyclabilité, les possibilités de réemploi, la présence d'un certain nombre de substances dangereuses et la compostabilité, bien que pour nos produits, ça ne soit pas très peu applicable. Et donc, il appartient aux producteurs de mettre à disposition cette information de manière dématérialisée. Le décret ne précise pas du tout les modalités très pratiques. Il faut que la fiche soit agrégable, mais voilà, sans que quiconque ait décidé de se mouiller sur ce que ça voulait dire d'un point de vue technique. Enfin, on voit quand même que ces fiches apparaissent sur les sites internet. Et on va dire que c'est une première étape, peut-être un peu maladroite, mais en tout cas, on apporte un certain nombre d'informations, notamment sur la recyclabilité et le taux de matière issue du recyclage. Donc ça, c'était la loi AGEC. Je n'ai pas évoqué la loi climat et résilience. Il y a peut-être moins de choses qui nous concernent aujourd'hui. L'énorme train de mesures qui arrivent, c'est toutes les directives et les règlements européens. Je dirais que dans les dernières années, on a surtout fait face à ces obligations plutôt franco-françaises. Et là, donc, il y a un train de mesures vraiment à l'échelle européenne et qui vont arriver entre maintenant et 2025, on va dire. En premier lieu, on a donc le règlement emballage, déchets d'emballage. Je vais aussi évoquer donc, la CSRD et la directive d'overvigilance. On a les green claims sur l'encadrement des allégations, le règlement éco-conception et le règlement déforestation importée. Donc sur le règlement emballage, déchets d'emballage, alors le texte est très très dense, il est encore en cours de négociation, donc tout n'est pas encore évidemment gravé dans le marbre. Le premier point qui est plutôt positif, c'est celui d'une harmonisation réglementaire. Donc on passe d'une directive à un règlement, donc on peut s'attendre à une certaine forme d'uniformisation des mesures et notamment arrêter d'avoir des obligations qui s'appliquent uniquement sur des territoires nationaux. Évidemment en France, l'Espagne avait aussi un texte un peu similaire sous le coude, on a des obligations en Espagne, donc en Italie. Donc on va avoir une forme d'harmonisation, bien qu'il y a encore des discussions sur la base juridique de ce règlement. Est-ce que ça va être marché intérieur ou environnement? Ça peut encore un peu évoluer sur la marge de manœuvre que les États vont s'accorder pour être éventuellement mieux-disants. Bon, on peut quand même, plutôt une bonne nouvelle quand même, d'avoir cette ambition d'une harmonisation. En termes vraiment d'obligations, on a les réductions, l'objectif de réduction des emballages et des déchets, donc avec des objectifs plus ambitieux pour les États membres, et puis des obligations de réduction à la source pour les metteurs en marché. Ensuite, on a on trouve dans le texte des ambitions assez fortes en ce qui concerne la recyclabilité, donc avec une obligation ce qu'ils appellent le design for recycling, donc être conçu pour la recyclabilité d'ici 2030 et une recyclabilité à l'échelle en 2035. Donc là, ça va être des choses qui vont être extrêmement structurantes et on attend d'ailleurs des normes pour définir la recyclabilité qui sont en cours de construction et qui seront publiées dans un acte délégué. Vous avez aussi des objectifs forts en termes de contenu plastique recyclé. Dans la première version du texte, il était question d'avoir des objectifs par unité d'emballage, qui paraît à peu près impossible, en tout cas pour certains matériaux. Là, on dirait plutôt vers des obligations qui s'appliqueraient à l'échelle d'un industriel. Enfin, ce serait déjà un changement de paradigme assez fort. Des objectifs forts en termes de réemploi, réemplissage, mais pour certains secteurs, donc qui ne nous concernent plutôt pas a priori. On est plutôt sur la boisson, le CHR. Et puis l'harmonisation des marquages, et donc notre cher Infotri, qui nous a causé tant de soucis et qui serait remplacé à terme par un autre système. A priori, c'est plutôt un système dit scandinave qui tiendrait la corde. Donc voilà, beaucoup de choses, très très denses, mais voilà, le texte définitif est encore en train d'être discuté. Bon, l'harmonisation des marquages, je viens de l'évoquer. Ensuite, on a le règlement déforestation importée. Alors là, c'est toute une logique complètement différente. Le texte, lui, pour le coup, a été publié cet été. Donc on a vraiment la version définitive.
Ce règlement, en fait, impose à tous les metteurs en marché, tous les industriels ou les importateurs qui mettent des produits sur le marché européen, de garantir que les produits ne sont pas à l'origine de déforestation dans des pays tiers. Et donc, il liste un certain nombre de matières. Il y a le bœuf, le soja, le cacao, le café, etc. Pour le secteur cosmétique, c'est principalement le palme et ses dérivés qui va nous impacter. Donc, ce règlement impose une traçabilité et une transparence pour donc assurer la durabilité des chaînes d'approvisionnement, et donc avec une obligation d'effectuer une diligence raisonnée. Et ces obligations de diligence raisonnée s'appliquent de manière assez large, évidemment pour le premier metteur en marché, mais aussi pour les distributeurs ultérieurs de ces matériaux qui sont listés dans l'annexe 1. Donc, je vous encourage à aller regarder de quoi il s'agit. Et il y aura une obligation d'être capable de géolocaliser la parcelle d'origine. Pour le palme et ses dérivés, ce n'est pas une mince affaire, sachant que le mass balance est interdit. Donc il y aura vraiment une obligation de devoir tracer chaque livraison, d'être capable de dire d'où elle vient. Je ne sais pas encore, à ce jour, je ne suis pas capable de vous expliquer comment concrètement ça va se matérialiser pour les dérivés d'huile de palme. Je pense que personne ne sait exactement. Et donc, il y aura un registre qui permettra à chaque livraison, vous allez devoir avoir un numéro, ça va être connecté avec la base des douanes. Et donc, ça va permettre d'avoir cette vision d'ensemble. Donc, en termes techniques, c'est un défi absolument énorme. Je pense que personne ne conteste l'objectif, et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il est vraiment nécessaire d'aller. Quand on voit les taux de déforestation qu'on peut avoir au Brésil, en Indonésie, en Malaisie, donc vraiment, ce sont des choses absolument nécessaires. Mais c'est vrai qu'entre cette ambition première et la réalisation concrète, il y a toujours un petit peu un petit écart, ou en tout cas des difficultés d'implémentation. Je ne suis pas trop longue ? Merci. Ensuite, on a donc deux textes, là aussi très structurants. Donc les directives, alors la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, et la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, donc la CSRD et la CS3D. La CSRD a déjà été votée, vous avez le texte définitif, et donc ce sont des directives, donc elles doivent être, comme vous le savez, transposées en droit national. Donc le texte définitif a été voté, il est en cours de transposition, et cet été, on a eu les documents annexes avec les 12 normes de reporting qui détaillent donc la partie gouvernance, éthique des affaires, droit social, et puis évidemment des pôles environnement. Donc vous avez changement climatique, eau, pollution, ressources et eau, j'en ai déjà raté, et biodiversité, pardon. Donc là, on est sur aussi un niveau d'ambition très très fort. Ce sont des obligations qui vont s'appliquer à partir de, donc, entre 2025 et 2027, selon les tailles d'entreprise. Mais à terme, elles vont toucher des entreprises qui font 250 salariés, 40 millions de mémoire au bilan. Donc, pas de toutes petites PME, mais enfin, c'est quand même des niveaux de chiffre d'affaires qui arrivent relativement vite. Donc, ça va toucher déjà directement beaucoup d'entreprises. Et par ailleurs, comme ces obligations de reporting couvrent l'amont et l'aval, finalement, par répercussion, à travers les distributeurs notamment, toutes les entreprises vont être impliquées d'une manière ou d'une autre, y compris la plus petite PME qui livre un acteur de la grande distribution, par exemple, qui lui est directement concerné par les obligations de reporting, mais doit bien compter sur ses fournisseurs pour lui fournir l'information dont il a besoin. Donc il y a quand même des travaux en cours pour caper un petit peu le niveau de ce qu'un donneur d'ordre ou un client peut exiger de la part d'une PME. Je sais, il y a un terme qui m'échappe là, mais en gros pour dire qu'on ne peut pas exiger qu'une PME qui n'est pas concernée par cette directive soit forcée d'effectuer l'intégralité du reporting pour le compte de son client.
Pour autant, là, on est vraiment sur un mouvement de fond qui va pousser, évidemment, déjà à probablement une prise de conscience aussi des impacts de ces opérations. Je pense notamment en termes de biodiversité, qui est un peu un angle mort de beaucoup d'analyses RSE. Il y a aussi les aspects sur la responsabilité en termes d'émissions de carbone. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui va beaucoup structurer, mais encore une fois, clairement très complexe à mettre en place. L'autre texte, donc la CS3D, sur le devoir de vigilance, là le texte n'a pas été publié, donc on n'a pas la version définitive. Elle va s'appliquer quelques années après. Il y a évidemment des ponts forts entre les deux, puisque l'approche n'est pas la même, mais que ce soit le devoir de vigilance ou le reporting de durabilité, on est quand même sur les mêmes enjeux et la même. On va devoir se baser sur une même collecte d'informations. Donc, il est probable qu'en termes de transposition en droit français, en tout cas, alors, les fédérations poussent pour qu'il y ait une forme de convergence et qu'on ne soit pas sur des critères totalement déconnectés l'un de l'autre. Donc j'ai envie de dire la suite au prochain épisode. Et ensuite, nous avons la directive Ecodesign, donc ESPR. Donc on est de nouveau sur un règlement. C'est un règlement qui fixe des exigences en matière de performance et d'information pour des groupes de produits. Alors, on a eu une liste des secteurs qui seraient prioritaires. Initialement, la cosmétique ne devait pas être dans cette première liste. Et puis finalement, étant donné le chiffre d'affaires de notre secteur, on serait concerné en tout cas par peut-être cette première vague. Donc on a ce cadre général qui est en cours d'élaboration et qui serait complété ensuite par des exigences spécifiques pour des catégories de produits. Et c'est peut-être ou vraisemblablement là que l'on aurait des exigences spécifiques au secteur cosmétique. Donc, on aurait à la fois des exigences d'éco-conception, le passeport produit digital dont on a déjà parlé ce matin et la gestion des invendus. Et donc, nous, ce que l'on met en avant dans les échanges avec l'administration, c'est qu'on est un secteur déjà très réglementé. Je l'évoquais en introduction, c'est ce dont je ne parle pas ce matin, mais donc le règlement cosmétique, CLP et REACH. Donc, voilà, le secteur cosmétique a déjà beaucoup et très très cadré sur ce qui est sur des exigences en termes de qualité produit, on va dire, et notamment innocuité. Et donc il s'agira de prendre ça en compte lorsque l'on fera des exigences spécifiques à notre secteur pour ne pas tout réécrire. Donc cette proposition de texte, elle porte sur vraiment un très large éventail d'aspects, donc la durabilité des produits, la présence de substances. Donc on voit que ça fait écho aussi avec un certain nombre de choses qu'on trouve déjà dans la loi AGEC, hein. L'efficacité de la ressource, l'utilisation des ressources ou de l'énergie, la teneur en matière recyclée, la recyclabilité et des exigences en termes d'information pour le consommateur. Et comme je vous le disais, donc, ce texte est en cours d'élaboration et devrait être adopté en 2024, probablement avant la fin de la législature en cours au Parlement européen. Pour rappel, les élections sont début juin 2024. Donc pour tous les textes, ça va être un peu un marqueur, soit c'est fait avant, soit c'est fait peut-être beaucoup plus tard après. Le passeport produit, alors il s'agit de fiches produits dites dynamiques, qui compile des informations tout au long de la vie du produit. Et il y aurait un identifiant unique correspondant à ce passeport et sur lequel, auquel aurait accès un certain nombre d'utilisateurs, mais avec des niveaux d'information variables. Il est très très attentif au fait que, notamment en respect du droit de secret des affaires, droit de la propriété intellectuelle, etc. Donc tout le monde n'aura pas accès à l'intégralité des informations de ce passeport entre le consommateur, les autorités publiques et les entreprises qui interviennent. Il y aura des différents niveaux d'accès différents. Il semblerait que ce soit un système de données qui serait décentralisé. On attend encore peut-être très intéressant de savoir ce que la Commission a en tête sur l'aspect purement informatique, on va dire, en tant qu'outil de mise en place de ce passeport.
Green Claims, on est probablement un petit peu plus éloigné des sujets de ce matin. Donc là, vraiment, c'est un encadrement des allégations auprès du consommateur pour éviter le greenwashing, en quelque sorte, et un encadrement fort des labels environnementaux, notamment éviter toute auto-certification, donc qui nécessiterait d'être vérifié de manière indépendante et par des tiers. Là aussi, un texte en cours d'élaboration et donc une directive qui nécessitera une transposition en droit français. Donc en résumé, on a des impacts sur les produits, aussi bien on impacte les caractéristiques de l'emballage avec des obligations en termes de réduction de recyclabilité, les consignes de tri, on encadre les allégations. Là, je peux me permettre, l'administration est très en alerte sur les allégations environnementales. On va impacter le sourcing, notamment l'huile de palme, et l'information produit. Et donc ça, c'était la partie vraiment produit en tant que tel. Les entreprises vont devoir mettre en place des procédures permettant de faire valoir leur devoir de vigilance, donc à la fois sur des critères environnementaux, sociaux et éthiques, à travers toute la chaîne de valeur, avec les difficultés qu'on connaît de remonter au-delà de fournisseurs de rang 2 ou 3. Encadrement très strict des allégations au niveau institutionnel, et puis des obligations en termes de reporting extra-financier et avec des mesures de rémédiation, y compris à travers les prestataires et les fournisseurs. Alors, tout ça pose évidemment la question de la dématérialisation, puisqu'on a un niveau d'information de plus en plus important, à la fois par les obligations légales et aussi par des demandes consommateurs. Et les packs produits, eux, ils grossissent pas. On a même plutôt tendance à nous encourager à les diminuer. Pour être clair, la France, en tout cas, et à l'échelle européenne, ça semble être la même chose, a fermé la porte sur une dématérialisation de toute l'information qu'ils considèrent comme obligatoire, donc notamment l'infotrie, la liste des ingrédients, des allergènes, etc. Donc ça, c'est absolument pas une porte de sortie. On est prié de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, on a par ailleurs cette démultiplication des données qui sont mises à disposition des consommateurs et donc à travers cette volonté de transparence et de traçabilité. Et donc, il y a la question qui nous réunit ce matin de comment est-ce qu'on va partager cette information avec les autorités, avec les consommateurs et puis nos différentes parties prenantes, partenaires commerciaux, fournisseurs, etc. Et donc, ça va poser la question du développement de modèles d'agrégation et de nouvelles technologies pour digitaliser ces informations. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.